Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Au cœur de l'histoire. À 40 jours de cette élection dont on parle tant, Franck Ferrand a choisi de retracer pour nous cet après-midi sur Europe 1 l'histoire des autres scrutins présidentiels sous la Ve République. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors nous allons nous promener en effet grâce au bel album de notre ami Laurent Guimier à travers ce qui est un petit peu la mémoire commune des Français. Les petites phrases ne datent pas d'aujourd'hui, vous savez. Bonnet blanc, blanc bonnet, disait Jacques Duclos à propos de Pompidou et Poher. Vous n'avez pas le monopole du cœur, lança Giscard à Mitterrand, et c'est peut-être ce qui a coûté à ce dernier l'élection de 1974. Alors pour commencer, vous nous proposez un saut de quelques 47 ans en arrière. Oui, pour revivre la toute première élection d'un président de la République au suffrage universel. C'était en 1965, le général de Gaulle était candidat à sa propre succession. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Fin octobre 1965, une seule question est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'il va se représenter ? Il, évidemment, c'est le général de Gaulle. Rien n'est moins sûr, en vérité. Après 7 ans à l'Élysée, le général a tout de même 75 ans. C'est un homme assez fatigué, qui a réussi presque tout ce qu'il voulait. À l'extérieur, il a assis l'indépendance française vis-à-vis des superpuissances, et spécialement vis-à-vis des États-Unis. À l'intérieur, il a doté le pays d'institutions efficaces, grâce à cet exécutif fort, qui est la marque de fabrique de la Ve République. Les gaullistes, disons-le, ont pris les commandes de la nation et ils les auront longtemps en main. Alors, faut-il concourir pour un second mandat ? Un mandat qui maintiendrait quand même le général au pouvoir jusqu'à 82 ans. Le mercredi 27 octobre 1965, à la fin du Conseil des ministres, le président, qui pendant tout le Conseil s'est montré particulièrement grave, on peut même dire qu'il était taciturne, le président lance au gouvernement de Georges Pompidou « Messieurs », à l'époque, il n'y a pas de femmes au gouvernement, donc on dit « Messieurs, je vous informe que je m'adresserai au pays le 4 novembre à 20h. Je m'excuse de ne pouvoir vous en dire plus. C'est pour moi une question de conscience. Je garde la décision pour moi-même jusqu'au moment où je m'adresserai au pays tout entier. » Murmure, inquiet d'une assistance particulièrement intéressée par la question, tandis que la haute silhouette s'est déjà levée, le général plie ses lunettes et les fourre dans sa poche revolver. On n'en saura pas plus pour le moment. Le 4 novembre, fait remarquer Alain Perfit, ministre de l'Information, « Oh, ce sera la Saint-Charles. Et alors ?» lance le président en sortant. Il avait entendu la remarque. Pas de week-end à Colombey cette semaine-là. Seulement, la précédente, on a vu le général de Gaulle marcher longtemps, silencieux, à côté de sa femme Yvonne, sous les grands arbres familiers de la Boisserie. C'est là, n'en doutons pas, qu'il a pris sa décision. Il écrit à ce moment-là une allocution que sa secrétaire, la célèbre Madame Mantran, une fois n'est pas coutume, ne reçoit pas pour transcription. Il garde ça pour lui. C'est un secret d'État. Le jeudi 4 novembre à 11h30, 8 cadreurs, des caméramens si vous préférez, escortés de toute une équipe de techniciens, se présentent à l'Élysée. À 16h, ils sont rejoints par tout le staff de l'ORTF, le petit doigt sur la couture du pantalon. Disons-le clairement, à ce moment-là, une majorité des hauts responsables français est convaincu que De Gaulle ne va pas se représenter. Il va partir, dit-on dans les dîners en ville, il en a marre. À 17h55, les portes de la salle des fêtes devenue pour un temps studio de télévision s'ouvrent et l'huissier à chaîne annonce « Monsieur le Président de la République ». Le général paraît, il salue sobrement l'assistance, il s'installe. « Mon général », demande le chef technicien, « est-ce qu'on peut faire un essai de voix ?» Le général ne répond pas. Visiblement, il ne veut pas. L'enregistrement commence comme prévu, à 18h tapantes, et c'est un discours gaullien qui commence. 4 minutes plus tard, le président se redresse imperceptiblement et prononce la phrase attendue
Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche. Dans le petit aréopage qui assiste à l'enregistrement, on soupire, les cartons, les adieux, les coups de téléphone anxieux, tout ça sera pour plus tard. Dès 18h09, c'est dans une ambiance incroyablement détendue, soudain que tout le monde se dirige vers le buffet et les petits fours. Personne ne doit quitter l'Élysée jusqu'à 20h. Mais oui, silence obligatoire, secret absolu sur ce qui vient de se dire. Pas un mot à la presse avant la diffusion de l'allocution présidentielle. Ce soir-là, donc, à 20h09, la France, à son tour, est au courant. Le principal adversaire du général, le socialiste François Mitterrand, est en meeting à Lyon. Il n'est monté sur scène qu'à 20h15 afin d'avoir le temps de suivre l'allocution présidentielle sur un petit poste de télé. Et il réagit aussitôt, il faut l'imaginer, appuyé d'un bras à son pupitre, un éclat ironique dans le regard. « Eh bien, c'est fait, dit-il. Le général de Gaulle a choisi le meilleur candidat gaulliste, c'est-à-dire le général de Gaulle. Qu'ai-je à dire là-dessus ? Eh bien, rien de nouveau. Puisque je combats le pouvoir personnel, je combattrai celui qui l'incarne. Puisque je combats pour le progrès, je combattrai celui qui reste le porte-parole du siècle de sa naissance, le 19e siècle. Les pions sont sur l'échiquier, De Gaulle se présente, moi aussi. » On fait circuler au même moment une dépêche signée Jean Le Canuet, le candidat centriste. Un président de la République, a écrit Le Canuet, n'a pas le droit de dire qu'en dehors de lui, le régime s'arrête et la France renonce. Ça y est, cette fois, c'est parti, la campagne est lancée. Elle va connaître son premier moment dramatique avec l'allocution de maître Tixier-Vignancourt, un candidat bien à droite des gaullistes. « Cela n'a pas été simple de venir jusqu'à vous, dit-il à la télé. Songez qu'en 18 mois de campagne électorale, j'ai eu droit à 1 minute de télévision. C'était en octobre 1964. Le général de Gaulle était en Amérique du Sud. Quand il est rentré, il a fait savoir sèchement qu'il se réservait le monopole de la télévision. » Ce premier discours de Tixier à la télé frappe beaucoup les Français car l'avocat en lui sait comment retenir l'attention de l'auditoire. Il y aura d'autres candidats qui vont se présenter, Pierre Marcy-Assy, qui reste un candidat assez régional, disons-le, et puis un certain Marcel Barbu, autogestionnaire, un citoyen ordinaire et qui le revendique. Très vite, cette campagne de 65 va devoir compter avec une nouvelle venue en politique, une nouvelle venue hyper envahissante, la télévision. Tous les candidats consacrent l'essentiel de leur énergie à apprivoiser ce nouveau média avec plus ou moins de talent. Alors je dis tous les candidats, non, parce que le général lui-même, têtu comme toujours, a décidé qu'il ne parlerait pas. Il était pourtant un téléspectateur assidu. On sait que le général de Gaulle regarde la télé presque tous les soirs. Pendant cette campagne, le mercredi midi, il fait arrêter le Conseil des ministres 5 minutes avant 13h pour ne surtout pas rater les interventions des différents candidats qui à l'époque sont à 13h. Seulement, il n'en démord pas. Il n'est pas question pour lui d'intervenir dans cette campagne. Les Français connaissent de Gaulle, dit-il. Laissons les réunions publiques aux autres candidats qui, eux, ont besoin de se faire connaître. Enfin, vous me voyez apparaître à la télévision pour dire « Je m'appelle Charles de Gaulle, j'ai tel âge, je suis né à tel endroit ». Laissons cela à monsieur Le Canuet. Et puis, a expliqué le général à l'un de ses conseillers, quand les Français verront tous ces rescapés de la 4e se succéder à la télé pour reprendre tour à tour les mêmes récriminations, ils se lasseront vite. Peut-être pas si sûr néanmoins. C'est là que le général de Gaulle retarde d'une guerre médiatique, si j'ose dire, et dans son entourage, le moins qu'on puisse dire est qu'on commence à s'interroger. Certains députés s'affolent même car au sein de leur circonscription, ils voient peu à peu le gaullisme se rétrécir comme une peau de chagrin. Les paysans sont peut-être les premiers à lâcher, si l'on en croit les études des renseignements généraux, le thème de l'Europe, que le nouveau Kennedy français, si j'ose dire, Jean Le Canuet développe sur tous les tons, est en train de prendre dans l'opinion. Et le 22 novembre, les préfets adressent des rapports à l'Élysée, en tout cas au ministère de l'Intérieur, des rapports dans lesquels la cote du général, qui avait déjà passé de 66 à 57% d'intention en un mois, continue de baisser. François Mitterrand est en train de percer dans le Midi, il progresse beaucoup dans tout le nord de la France. De son côté, on voit Jean Le Canuet s'imposer en Alsace et peu à peu dans l'Ouest. Le général va pas pouvoir continuer à se taire comme ça pendant très longtemps, il va devoir parler et celui qui est chargé de l'en convaincre par tout le petit clan gaulliste qui n'en peut mais, c'est le Premier ministre en personne, c'est Georges Pompidou. Oui, bien sûr, il y a un engouement passager pour quelques vedettes, admet le général de Gaulle, des étoiles filantes de l'opposition, mais une seule allocution le 3 décembre suffira à mettre les choses au point.
Alors Edgar Faure intervient, puis Alexandre Sanguinetti en vain. Le 25 novembre 1965, l'IFOP révèle que les chiffres, les intentions de vote, à l'époque ce ne sont pas des sondages publics, sont tombés à 51%. Mon général, il faut parler, insiste Pompidou. S'il faut mordre, je mordrai, lâche de Gaulle. Le 26 novembre, un flash de l'AFP annonce donc « Le général de Gaulle s'adressera à la nation mardi 30 novembre ». Seulement le 30 novembre en question, lorsque l'image du président apparaît sur le petit écran, là c'est la sidération, c'est la catastrophe, un peu comme Nixon qui avait manqué son tête-à-tête avec Kennedy 5 ans plus tôt. On voit un De Gaulle complètement défait qui a l'air considérablement vieilli et immédiatement les sondages indiquent qu'il va être mis en ballottage. Cette fois ça va mal, ça va tellement mal que l'on pense que le président va faire un chiffre historiquement bas, en tout cas pour lui. Il ne faut pas oublier qu'il est habitué à ces sortes de plébiscites qu'ont été jusqu'alors un certain nombre de référendums. Il s'est retiré à Colombey pendant le vote et pendant toute la soirée, 21h, 22h, 23h, à mesure que les mauvais chiffres arrivent, on le voit s'enfoncer dans une sorte de mutisme qui lui appartenait, très gaullien somme toute. Le lundi matin, il prend son petit déjeuner, vous savez, toujours le même, la grande tasse de café, les biscottes, et puis il attrape sa houppelande, son bâton de montagne, et le voilà qui s'en va faire le tour du parc. Son beau-frère arrive vers 11h et essaie de le réconforter. À 14h, il fait une grande promenade avec Yvonne de Gaulle dans la forêt toute proche, et quand il rentre à Paris, le mardi à 13h, eh bien, il a changé d'avis, évidemment. Je me suis trompé, déclarera-t-il au Conseil des ministres du mercredi suivant. Je mentirais si je disais que je n'ai pas été atteint par ce que nous venons de vivre. Nous avons confondu, parce que dès qu'il s'agit de reconnaître une erreur, généralement on en vient à la première personne du pluriel. Nous avons confondu élection présidentielle et référendum. Nous aurions dû comprendre que cette élection ressemblait beaucoup plus à une législative. Les Français sont revenus à leur famille traditionnelle. La preuve est faite que nous sommes en démocratie, ajoute le général de Gaulle, toujours un peu ironique. Après tout, est-ce qu'on mettrait un dictateur en ballottage ? De Gaulle, en vérité, est prêt pour affronter le second tour et cette fois, il va parler. Il va parler à la télévision. Ce seront les 3 célèbres, les 3 légendaires entretiens avec Michel Droit. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous revenons aujourd'hui sur Europe 1 sur un demi-siècle de présidentiel. Avec vous, Franck, et votre invité, Laurent Guigné, bien connu des auditeurs d'Europe 1. Il est animateur de Tout est dit le matin à 8h30. Et puis des clics et des claques tous les soirs à 20h. Moi, je suis infidèle pour tout vous dire. Et puis auteur de l'ouvrage notamment d'élection présidentielle, archives photographiques de la 5e République, Archives Gamma, aux éditions Grund. Bonjour Laurent, merci beaucoup d'être ici avec ce bel album qui est un peu un album de famille pour les Français. Hein. Ouais, moi j'aime bien dire que ce livre est un album de famille, qu'on soit de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs. On a quand même pas mal de références communes et puis des souvenirs en commun, comme dans une famille. On n'est pas toujours d'accord, mais on a des photos jaunies qui nous rassemblent. Il y a des espèces de flashs, que ce soit des phrases, que ce soit des images qui ont marqué tous les Français évidemment. Alors vous commencez par définition en 1965 par cette campagne. Alors nous avons laissé, si je puis dire, le général de Gaulle en ballottage en 1965 et pendant l'entre-deux tours il va faire ses 3 interventions télé. Au départ il n'y en avait que 2 de prévues et puis Michel Droit comprend la façon dont le général lui parle qu'il lui en aura en réalité 3 et on va voir peu à peu un général au départ réticent qui se prend au jeu. Oui, et puis qui est très performant. Autant il a été, j'allais même pas dire mauvais, il a été absent, vous l'avez très bien dit, volontairement absent, autant il se prend au jeu et finalement il est très bon. C'est-à-dire que les commentateurs de l'époque, qui soient là également de gauche ou de droite, disent que ce sont sans doute les meilleures prestations télévisées du général de Gaulle de toute sa carrière, alors qu'il était vraiment acculé on voit que visiblement ses adversaires. Il s'amuse. Ces émissions se déroulent donc les 13, 14 et 15 décembre 1965, c'est-à-dire le lundi, le mardi, le mercredi avant le second tour. Mettez-vous bien ça dans la tête. On est vraiment dans la toute dernière ligne droite. Et De Gaulle est bien, c'est-à-dire qu'il est dans son bureau. C'est une conversation au coin du feu, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'est pas
pas derrière son bureau, il est tout à côté. Il s'est rapproché des Français pour une fois, oui. Il s'est rapproché de son intervieweur, qui pour une fois également lui pose des questions assez simples. Il le charcute un petit peu d'ailleurs, De Gaulle. Il lui dit, mais au fond, lorsque vous avez dit l'intendant suivra, De Gaulle lui dit, mais j'ai jamais dit ça. Enfin, et vraiment, il répond à une interview, j'allais dire, classique, normale. Et puis, il développe, évidemment, il en a l'occasion, 3 fois 1 heure, toute sa campagne. Et il est très, très performant. Il n'est pas en uniforme, il est en civil. Enfin, c'est un De Gaulle humain qui est face aux Français. Pour François Mitterrand, c'est une mauvaise surprise, ce De Gaulle qui renaît entre les 2 tours. Oui, c'est une très mauvaise surprise. Mais, j'allais dire le fantasme, l'envie de Mitterrand, c'était un duel télévisé. Dès 1965, on y a pensé, parce qu'il faut pas oublier que 5 ans plus tôt, aux États-Unis, il y a eu le fameux duel, évidemment. Le fameux duel Nixon-Kennedy, qui a eu une importance évidemment cruciale dans le destin de cette élection. Et Mitterrand, en tout cas pas lui directement, mais l'entourage de François Mitterrand, a commencé à dire, ça serait normal, démocratiquement, que De Gaulle et Mitterrand débattent. Évidemment, De Gaulle ne va quand même pas s'abaisser à débattre avec François Mitterrand, qu'il qualifiait d'arsouille. À l'époque, c'était comme ça qu'il l'avait appelé au moment de l'attentat de l'Observatoire. Alors, je feuillette votre album, je vois les belles dents blanches et le porte-clés « Je vote Jean Le Canuet ». Jean Le Canuet, vous l'avez dit un peu malicieusement, le Kennedy français, c'est comme ça que lui s'appelait, ou en tout cas souhaitait. Il voulait donner cette image. Il voulait donner cette image de rénovation, de maire modernité. Sénateur maire de Rouen, c'était un jeune sénateur de 45 ans, et il voulait vraiment marcher dans les pas de Kennedy. Il avait comme directeur de campagne, ou presque, un publicitaire, Michel Bongrand, qui a apporté des méthodes de marketing, les méthodes du marketing politique qui aujourd'hui sont classiques, c'est-à-dire les t-shirts, les porte-clés. Bon, ils n'existent plus les porte-clés, mais enfin, ça serait aujourd'hui une clé USB, c'est ça. Ce sont des petits gadgets, des goodies qu'on donne aux militants et aux citoyens, des pom-pom girls, des gens qui défilent dans des voitures dans les villes et les villages. Bon, il a eu son petit effet, Le Canuet. Et puis vous Je disiez, vois là les tracts de Jean-Louis Tixier-Vignancourt. C'est autre chose. Avec un directeur de campagne qui n'était autre que Jean-Marie Le Pen. Le jeune Jean-Marie Le Pen. Qui portait de drôles de lunettes sur votre photo, là. Il avait des lunettes fumées à l'époque. Il n'avait pas été encore victime de l'attentat qui lui a fait perdre un œil, mais enfin, il avait déjà des lunettes fumées. Et c'était pour Le Pen l'occasion de se mettre très en avant. On savait qu'il avait été élu député en 1956 dans la vague poujadiste. Mais voilà, le tribun Le Pen se trouvait très très bien dans cette campagne. Alors c'est la première fois que les Français vont découvrir à la télévision le soir du second tour un résultat qui leur annonce qui est le nouveau président de la République, qui en l'occurrence n'est d'ailleurs pas nouveau puisque c'est bien sûr la réélection du général de Gaulle avec 55% des voix contre 45% à François Mitterrand. Télévision, il y a 6 millions de téléviseurs en France à l'époque, donc c'est pas totalement marginal. On a toujours l'impression dans les années 60, au début des années 60, c'est 6 millions de gens, donc c'est déjà une partie non négligeable de l'électorat. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que s'il y a 6 millions de postes, il y a bien plus de téléspectateurs parce que tous les voisins viennent dans les appartements et les maisons de ceux qui ont des télés. Bien sûr. Donc une grande partie du corps électoral en âge de voter a accès à ces images. Et vous le disiez, parce qu'il faut juste pas oublier une chose, c'est que en 1965, c'est la première fois qu'on voit François Mitterrand bouger. Quand on est citoyen à Caen, à Charleville-Mézières ou à Brive-la-Gaillarde. C'est-à-dire que Mitterrand n'était connu que dans la presse écrite. Enfin, c'est la première fois qu'on voit des hommes et des femmes faire campagne. Mitterrand a eu de gros problèmes avec la télévision au début. Il a demandé conseil à un certain nombre de grands spécialistes, notamment Stelvio Lorenzi, qui est venu l'aider, etc. Mais peu à peu, il est devenu un très bon homme de télé, si je puis dire. Il passe très bien, comme on dit. Il a rapidement apprivoisé l'outil. De Gaulle, finalement, j'allais dire que ce ballottage de 1965, pour lui, a été une divine surprise parce que jusqu'à présent, même à la télévision, enfin, on oublie un peu, mais il n'était pas forcément bien dans son assiette. Parfois, il intervenait, il ne regardait pas la caméra. Il y a plusieurs interventions du président de Gaulle à la télévision où la caméra est en face de lui et lui, il est à côté, lui. Regarde à côté, ce qui avait un effet désastreux. Cette campagne électorale, avec ces 6 candidats
et ces 5 candidats qui, on va le dire, pilonnent le président de Gaulle chaque soir à 20h, remet un tout petit peu tout le monde d'équerre. Alors Mitterrand était donc déjà là en 65, il ne sera pas là en 69, c'est Gaston Defferre qui à ce moment-là sera candidat, mais il revient dès 74, évidemment il est élu en 81, réélu en 88, et il a été très présent pendant la campagne, par image si je puis dire, pendant la campagne de 95, donc c'est quand même... La figure de Mitterrand traverse toute la Ve République, que ce soit physiquement par lui, jusqu'à 95, 2002, 2007, et puis même aujourd'hui où l'on dit que le candidat socialiste s'inspire parfois par sa gestuelle du Mitterrand tribun, vous le disiez tout à l'heure, Mitterrand qui pose le coude sur son pupitre. On le voit souvent au travers de l'image de François Hollande dans ses meetings. Alors, comment faisait-on campagne autrefois, il y a une petite cinquantaine d'années? Eh bien, c'est ce que nous voyons dans un instant. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Tous les jours sur Europe 1, les plumes les plus drôles, les plus fines, les plus corrosives mettent leur talent au service de Michel Drucker. Oh, il est intenable celui-là, hein. Qu'est-ce que ce sera quand il aura 60 balais, enfin bon. Faites entrer l'invité, présenté par Michel Drucker, c'est tous les jours 10h30 midi sur Europe 1. CanalSat, regardons mieux. Je suis très exigeant. Quand je ne voulais pas rater un programme télé, j'envoyais un sosie aux soirées à ma place. Bon, l'idée était brillante. Oups, pardon monsieur. Et mon sosie, un peu moins. Puis, je me suis abonné à CanalSat. Et maintenant, grâce à CanalSat à la demande, plus de 1000 programmes des meilleures chaînes m'attendent à tout moment pour commencer. En plus, c'est gratuit et inclus dans mon abonnement. En ce moment, découvrez CanalSat pour seulement 19 € par mois pendant 6 mois. Appelez le 3910. 23 centimes la minute, offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement d'1 an à CanalSat. Les traces de l'araignée, c'est le nouveau best-seller de Cathy Rikes. Les traces de l'araignée. Découvrez en exclusivité la nouvelle aventure de l'héroïne de Bones, la série aux 5 millions de fans. Un noyé non identifié, des dépouilles de soldats morts au Vietnam, un mystérieux ADN. Suivez les traces de l'araignée. Une enquête à haut risque dont Brennan, la séduisante anthropologue judiciaire, ne sortira peut-être pas indemne. Les traces de l'araignée de Cathy Rikes, un livre au suspense haletant aux éditions Robert Laffont. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et nous revenons aujourd'hui sur Europe 1, je vous rappelle, sur les 8 précédents scrutins présidentiels, toujours en compagnie de l'ami Laurent Guimier. Franck. Alors Laurent, je continue de feuilleter. C'est extraordinaire, ça sont des pièges ces grands albums là, parce que parce qu'on ouvre à n'importe quelle page, on plonge là-dedans et on est vraiment complètement, on est parti si je puis dire. Alors, on va passer assez vite sur la campagne de 69, mais quand même faut en dire un mot. Elle était assez campagne très très rapide puisqu'elle suit la démission du général de Gaulle, donc il faut réorganiser la République en un mois, en 5 semaines. C'est une campagne très très rapide. Il y a un successeur désigné, c'est Georges Pompidou, même si une partie des gaullistes renote un peu. Parce que Pompidou avait été un tout petit peu mis de côté, et puis bon, il met rapidement tout le monde d'accord, il est élu assez facilement. Mais alors en face, oui, il n'y a pas grand monde finalement. Enfin... Ben non, et c'est d'ailleurs le paradoxe, 69 c'est après 68, là je vous apprends rien, et effectivement tout le monde croit à sa chance, tout le monde se dit, j'ai ma chance, la gauche a failli renverser le pouvoir en 68, allons-y maintenant, allons-y gaiement, et c'est comme ça qu'on a Alain Krivine qui fait son service militaire à l'époque, qui doit négocier des permissions pour faire campagne, ou Michel Rocard du PSU qui se lance dans la bataille. Le trop-plein provoque le chaos de la gauche. Bonnet blanc, blanc bonnet, dira le leader communiste à propos de Poher et Pompidou. C'est souvent ce que disent les troisième hommes, comme on dit, mais ça leur réussit pas toujours. Monsieur X, faut en dire un mot quand même là. Monsieur X, c'était en 65, c'était campagne de l'Express pour faire émerger un candidat comme ça pendant des mois. C'est ce qu'on aurait appelé aujourd'hui un teasing, une formidable campagne. C'était Gaston Defferre en fait à l'époque, dont la gauche incarnée par l'hebdomadaire l'Express espérait qu'il soit candidat. Et puis finalement, c'est Mitterrand qui s'est imposé, notamment en faisant alliance avec le Parti communiste. Trop à droite Defferre. Mais il le sera en 69. Alors il le sera en 69. En fait, il voulait pas vraiment. C'est-à-dire que il faut bien le dire. Et aujourd'hui, les hommes politiques le disent. Quand je m'engage dans une campagne électorale, c'est le don de ma personne. Je ne vis que pour ça. Cela dure des mois, des années. C'est vrai que c'est terrible une campagne présidentielle. Vous ne vivez que pour ça 24 heures par jour. Et quand vous y allez un tout petit peu en renaclant ou pas forcément convaincu, ça marche pas, ça prend pas.
Alors l'élection présidentielle suivante devait avoir lieu en 1976, sauf que la mort du président Pompidou avance l'échéance et on rentre en lice dès le printemps 1974. C'est pour ça d'ailleurs que les élections ont lieu en mai. C'est parce que c'est dû à la mort du président Pompidou en mai. Et c'est la deuxième campagne comme ça qui a lieu en 5 semaines, très très rapidement. Ce sont les deux seules campagnes, 69 et 74, qui ont lieu aussi rapidement, très très ramassées. Une campagne très virulente, très intéressante. C'est celle où d'ailleurs il y a eu beaucoup de candidats. Il y a eu 12 candidats. C'est la première fois que Le Pen est candidat. C'est la première fois qu'un écologiste est candidat. C'est la première fois qu'une femme est candidate. Avec Arlette Laguiller, on va en parler dans un instant. Une campagne très intéressante, 74, et qui se traduit par une victoire ric-rac de Giscard. D'ailleurs, on va entendre l'hymne de campagne du candidat Giscard d'Estaing, qui à l'époque est donc ministre des Finances sortant, qui va devenir le très jeune président de la République. C'était l'hymne révolutionnaire, la victoire en chantant. Un extrait sur Europe 1, vous l'avez dit Franck, de la victoire en chantant. Qui était donc la chanson qu'on chantait dans les meetings de Giscard à l'époque. Et j'ai sous les yeux une photo de Brigitte Bardot qui porte un t-shirt extrêmement bien porté, vous imaginez, avec Giscard à la barre. C'était le grand... C'est le slogan de l'époque, Giscard à la barre. Accent grave, excusez-moi. Je suis troublé moi-même par le t-shirt de Brigitte Bardot, qui était un slogan qui avait été inventé pour l'anecdote par Anne Dornano, qui était la femme de Michel Dornano, qui était le bras droit de Giscard. Mais cette photo et surtout le t-shirt de Brigitte Bardot a provoqué un vrai problème, un vrai scandale à l'époque. Non pas parce qu'elle le portait, mais parce qu'elle est arrivée le matin du premier tour, le 5 mai 74, au bureau de vote de Saint-Tropez avec ce t-shirt Giscard à la barre. Le problème, c'est que vous n'avez pas le droit, lorsque vous arrivez pour voter, de faire de la propagande. Et le fait d'arborer ce t-shirt avec ce slogan était assimilé à de la propagande électorale. Donc, elle n'a pas eu le droit d'entrer dans le bureau de vote et elle a dû remettre son blouson pour ensuite aller accomplir son devoir civique. Et puis, tout est rentré dans l'ordre. Mais bon, elle avait fait un joli coup ce jour-là, Brigitte Bardot. Alors, les people... il n'y avait pas que Brigitte Bardot, les people font leur rentrée en politique. Oui. Ils avaient commencé un petit peu en 69 déjà. Avant, parce que dans le livre, vous verrez, il y a une photo. C'est à ça que je fais allusion. De la célèbre Gina Lollobrigida, vous savez, Notre-Dame de Paris, trapèze, qui est elle aussi poitrine généreuse en avant. Alors n'est pas ni à gauche ni à droite, mais elle annonce les résultats le soir. Ça paraît invraisemblable. Elle est devant un tableau avec l'aridité arithmétique des chiffres. Tout en paillettes. Grand sourire. Le choc des cultures. Et elle annonce les résultats. Voilà, c'est assez étonnant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on imagine assez mal qu'une starlette annonce les résultats comme ça de l'élection présidentielle. En 81, ça va être un vrai match de people entre Giscard et Mitterrand, puisque chacun a ses stars de cinéma, de la chanson, etc. Oui, déjà, on s'en souvient, 81, Johnny Hallyday, qui a toujours été à droite, de 74 jusqu'à 2007. Louis de Funès, Mireille Mathieu, tout ça. Mireille Mathieu, Daniel Gilbert, Henri Verneuil, font tous campagne pour Giscard, et puis pour Mitterrand, on va dire, il y avait Piccoli déjà. C'est la gauche plus, j'allais dire intellectuelle. Il faut pas mal le prendre, mais enfin, c'est plus ce quartier latin. De Magot qui se retrouve derrière Mitterrand et qui fait campagne. Ce qu'on retient de 74 et accessoirement de 81, c'est bien sûr le duel de l'entre-deux tours. Le premier duel télévisé de l'entre-deux tours, 10 mai 1974, ce face-à-face terrible entre Mitterrand et Giscard, qui était arbitré par Alain Duhamel déjà, qui était là, et Jacqueline Baudrier, en direct de l'ORTF. C'est un débat qui a duré 3 heures, très technique, avec cette fameuse phrase que vous citiez tout à l'heure, vous n'avez pas le monopole du cœur, dont on peut dire, moi en tout cas... C'est Giscard qui dit ça à Mitterrand. C'est Giscard qui dit ça, puisque Mitterrand s'apitoie sur le sort des pauvres en disant que le président en face n'a aucune commisération pour les plus démunis d'entre nous. Moi je pense que c'est le seul débat au fond qui a eu
sans doute, peut-être une importance dans l'issue finale, tout simplement parce que... Ça a fait basculer un peu de choses, là. Peu de choses, puisqu'il n'y a que 400 000 voix d'écart entre Giscard et Mitterrand, c'est-à-dire 200 et 1 000 citoyens qui basculent d'un côté ou de l'autre. Et ce « vous n'avez pas le monopole du cœur » a tellement catalysé de rancœur à droite et à gauche qu'il a peut-être fait basculer le sort de l'élection, ce qui n'a pas été le cas dans les duels suivants, même si Mitterrand a pris sa revanche en 81 en étant très très performant face à Giscard. Vous ne pouviez faire autrement, Laurent, que de mettre une belle photo de Jean-Pierre Elkabbach, là, en gros plan évidemment. Jean-Pierre Elkabbach qui traverse l'histoire de la 5e également. Il n'a jamais été candidat, mais il a été très présent dans toutes les élections. Et la photo, en revanche, la photo mais cette photo du 21 mars 1981, donc Jean-Pierre Elkabbach face à François Mitterrand, c'est l'émission Carte sur table, donc de mars 81. On aperçoit Alain Duhamel à l'arrière-plan. Mais qui a une importance cruciale dans l'élection. C'est le jour où Elkabbach et Duhamel demandent à Mitterrand, contre l'avis des conseillers en communication de Mitterrand, de se prononcer pour ou contre la peine de mort. Ça a été un moment de télévision incroyable et Mitterrand, un peu dans ses derniers tranchements, a dit bah oui, je suis pour l'abolition de la peine de mort, en dépit de mes convictions philosophiques, religieuses ou politiques. Voilà, et si cela doit me coûter électoralement, voilà pourquoi je suis pour l'abolition de la peine de mort. Jean-Pierre Elkabbach me l'a raconté l'autre jour, lorsqu'ils sortent du plateau, les conseillers en communication fondent sur Mitterrand et sur Elkabbach en disant « Mais pourquoi vous lui avez posé la question ?» Et Mitterrand tout tranquille dit « Merci monsieur Elkabbach d'avoir posé la question ». Évidemment, les conseillers se sont retournés. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes précisément au cœur de l'histoire des scrutins présidentiels sous la Ve République. Franck. En 1974, à 34 ans, Arlette Laguillet, dont on a juste dit un mot jusqu'ici, et qui incarne la gauche ouvriériste, syndicale, militante, révolutionnaire, est donc la première femme candidate à une élection présidentielle française. Son parti Lutte ouvrière a été créé quelques temps plus tôt, 6 ans plus tôt à peine, et elle recueille à ce premier scrutin 595 000 voix, c'est-à-dire 2,3% des suffrages. Or, elle sera encore candidate aux élections suivantes en 81, puis en 88, puis en 95 et en 2002 et en 2007. En 74 pour le deuxième tour et de même en 81 d'ailleurs, elle appelle les travailleurs-travailleuses, comme elle disait toujours, vous savez bien, à voter pour le candidat de la gauche, François Mitterrand, sans réserve mais sans illusion, dit Arlette Laguillet. C'est son expression, par solidarité avec les millions d'électeurs de gauche, de travailleurs, de gens du peuple qui souhaitaient mettre fin à des années et des années de pouvoir politique de la droite et qui espèrent beaucoup de la gauche. Mais avec le temps, elle prend ses distances, c'est le moins qu'on puisse dire, avec le Parti socialiste. Et en 88, en 95, elle ne donne pas de consigne de vote au second tour pour ne pas cautionner la politique des gouvernements de gauche, dira Arlette Laguillet. Il faut croire qu'en matière d'élection présidentielle, la ténacité est payante, puisqu'en 95, Arlette Laguillet obtient 5,3% des suffrages. Vous voyez qu'elle a beaucoup augmenté. Le 21 avril 2002, elle obtient 5,72% des suffrages, ce qui la place carrément en 5e position dans les 16 candidats présents. Lionel Jospin et le Parti socialiste ne l'ont pas oublié, et que l'afflux des candidatures à gauche a évincé purement et simplement du second tour. Or, à cette occasion, en 2002 donc, elle se distingue encore en refusant d'appeler à voter pour Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Elle se présentera encore en 2007 avec cette fois un score historiquement faible de 1,3% des suffrages, et cette fois elle appellera à voter pour Ségolène Royal au second tour. Elle a 67 ans à ce moment-là, Arlette Laguillet, et sans doute la conscience d'avoir fait un tour de trop en quelque sorte. C'est sa dernière campagne présidentielle, record absolu tout de même de candidature, 6 fois d'affilée. On sait que ça peut être autrement. Sans chômage, sans mépris. On sait qu'il existe autre chose. Un chemin différent. On sait qu'on peut vivre autrement. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oui, on veut que ça change maintenant. Mitterrand président, allons, c'est le moment. Mitterrand président.
Ferrand, président, c'est la chanson de campagne du PS en 1981. Ça danse en régie, on a l'impression d'une Europe 1 d'une autre époque, un peu là, Laurent Guimouet. Avec les arrangements d'époque, ouais. Oui, c'est très étonnant, hein. Ça fait un peu dessin animé japonais, mais c'est Mitterrand. Il faut dire que peu à peu, tout ça s'est beaucoup détendu depuis 1965. L'humour est entré dans la course. On a même eu la candidature en 81 de Coluche, carrément. Hein. Oui, c'est pré-candidature. Voilà, c'est la première et dernière fois qu'un humoriste est allé aussi loin dans le processus électoral. C'est vrai que ça commence très bien pour lui, hein. Il a un comité de soutien impressionnant lorsqu'il se lance à l'automne 1980. Ça va du poujadiste Gérard Nicou jusqu'à Pierre Bourdieu, le sociologue, qui rejoint la cause de Coluche, hein, qui dit dans sa première allocution au théâtre du Gymnase, avant la France était coupée en deux, avec moi elle sera pliée en quatre. Ça commence comme une blague de potache, et puis il se prend au sérieux, sans doute un peu trop au sérieux. Ça finit même par devenir un peu dangereux, hein, cette histoire, tellement pour dangereux un certain nombre de candidats. Tellement dangereux qu'un sondage du journal du dimanche fait tout basculer lorsqu'il proclame à la une que Coluche est crédité de 16% d'intention de vote, et à partir de là, on ne rigole plus. Lui ne rigole plus trop parce qu'il commence à y croire un tout petit peu. Et puis surtout, à gauche comme à droite, des émissaires vont être envoyés pour lui demander de gentiment se retirer. Est-ce que peu à peu, la parodie, les chansonniers, comme on disait autrefois, vont devenir importants dans la campagne? Je pense au Bébé de Show à l'époque, et puis bien sûr par la suite au Guignol de l'info. C'est vrai qu'on a oublié le Bébé de Show. Aujourd'hui, on se dit oui, c'est un truc ringard des années 80, mais il était tous les soirs, juste avant le journal de 20h de TF1 qui écrasait la concurrence. Il était très très important, le Bébé de Show. Et les Guignols, c'est plus en creux, c'est-à-dire c'est moins le grand public qui a été touché que 1995, on s'en souvient, les Guignols ont rendu sympathique le has-been de l'époque qui était Jacques Chirac, à qui lui ont fait manger des pommes. Alors oui, justement, vous avez mis la photo, je suis en train de la chercher, là vous avez mis la photo de Jacques Chirac avec ses pommes. Pour tout vous dire, moi j'ai jamais rien compris, donc vous allez peut-être pouvoir m'expliquer. Personne n'a rien compris. C'est un mystère, c'est un ovni, c'est-à-dire que Chirac publie un petit bouquin qui s'appelle Une Nouvelle France au tout début de la campagne, lorsqu'il est au creux de la vague, qu'il est abandonné de tous. Et sur ce petit bouquin, il y a une illustration, il y a un pommier. Alors on ne sait pas pourquoi il a mis un pommier, mais depuis ce jour où le bouquin est sorti, on a rapproché la pomme de Jacques Chirac et Jacques Chirac de la pomme, sans doute. Mais il n'y avait pas vraiment d'explication, il n'y avait pas de plan marketing derrière tout ça. Les Guignols ont embrayé en lui permettant de déployer ce slogan « Manger des pommes ». Et finalement, ça a rendu Chirac sympathique, cette histoire de pommes, puisque lui-même en a joué, on le voit dans le bouquin. Et c'est en cela que souvent une campagne ne se termine jamais comme elle a commencé, c'est que Chirac mangeant des pommes sur un marché, évidemment, c'était pas prévu du tout par les conseillers en communication du futur président. Je disais qu'il y avait une détente progressive, elle est très visible chez Jacques Chirac, cette détente, hein, quand on voit le Chirac de 81 extrêmement raide, puis celui de 88 encore un peu guindé, disons, figé, et puis en 95 ça se détend, et puis en 2002 il devient carrément très rigolard presque. Alors rigolard jusqu'au 21 avril, puisque ensuite il reprend ses habits de père de la nation qui va faire barrage au Front National. Mais c'est vrai que le Chirac de 81 était très martial, avec ses lunettes d'écaille et ses stades remplis. Il a rempli le Parc des Princes, 45 000 personnes dans un meeting dont les meetings actuels, dont on dit qu'ils sont quasiment romains parfois. À l'époque, Guy Drut arrivait avec une flamme olympique et faisait le tour du Parc des Princes avant les meetings de Jacques Chirac. Enfin, des choses incroyables. Alors peu à peu, on voit donc cette campagne devenir ce que nous connaissons nous aujourd'hui. Les dernières photos ont l'air d'être quasiment des photos d'actualité dans cet album. Je n'ai pas encore cité l'album. Faut que je dise quand même. Hein, ça s'appelle Élection présidentielle, archives photographiques de la Ve République, avec les archives Gamma et avec Europe 1, bien entendu. C'est publié chez Grune, Laurent Guimier. Donc on voit peu à peu tout ça évoluer. J'avais dit qu'en 74, Arlette Laguillet ouvrait la porte aux femmes. En 81, on aura Huguette Bouchardot, on aura Marie-France Garot. Peu à peu, les femmes finissent par entrer totalement dans cette compétition. Hein. Dominique Voynet, Marie-Georges Buffet, Corinne Lepage, jusqu'à 2007 et la qualification au second tour d'une femme, Ségolène Royal évidemment. Oui, donc ça... c'est un précédent que le citoyen trouve heureux. Je parle pas du tout politique, mais qu'une femme accède au second tour d'une élection présidentielle, j'allais dire, il était temps.
Je vois une double page là où on voit des affiches pour Raymond Barre et qui ont été plus ou moins lacérées. Il y en a d'autres qui sont venus surimposer, etc. C'est une chose qu'on voit plus à les affiches électorales pendant la campagne présidentielle. Il y en a moins. D'abord parce que la réglementation, le financement des campagnes électorales est quand même beaucoup plus encadré qu'aujourd'hui, donc que précédemment. Donc vous pouvez pas comme ça inonder un pays d'affiches. Ça coûte cher. Et puis coller des affiches, ça veut dire trouver des colleurs d'affiches, des militants. Et c'est vrai que c'est de moins en moins facile, et puis de moins en moins sympa quand vous êtes militant d'aller vous colter la nuit en banlieue parisienne ou dans les petits villages où vous allez vous affronter avec le camp d'en face. Des guerres d'affiches. Précisément en 88 entre Jacques Chirac et Raymond Barre, c'était on voyait les équipes se succéder la nuit l'une derrière l'autre pour recouvrir l'affiche du petit copain. C'est ce qui s'appelle se déchirer au sens propre du terme. C'est ça, c'était vraiment fratricide, on va dire, cette histoire. Alors, toutes ces photos sont bien sûr accompagnées de textes, heureusement, Laurent Guimier, et des textes un peu travaillé quand même, qui nous permettent de revivre un certain nombre de grands moments. Parce qu'il n'y a pas que les photos, évidemment, il y a aussi les petites phrases. Aujourd'hui, on reproche un peu aux médias que nous sommes de mettre l'accent sur ces petites phrases. Nous n'avons rien inventé, elles existaient dès 65, ces petites phrases, il faut le dire. De Gaulle est l'inventeur de la petite phrase. Lorsqu'il parle du Volapük, lorsqu'il parle du cabri qui saute en criant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Enfin, c'est De Gaulle qui a introduit ce gène de la petite phrase dans notre Ve République. Les élections présidentielles, donc archives photographiques de la Ve République. C'est un très bel album de Laurent Guimier chez Grund. Un album qui vous permet, vous nous avez dit au début pour commencer cette émission, que c'était un peu notre album de famille, c'est ça. On a l'impression d'égrener à mesure qu'on en feuillette les pages nos souvenirs collectifs. Parce que si l'on a tendance en France à se battre beaucoup pendant les campagnes, on se rassemble après aux souvenirs de ce qu'elles ont pu être. Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. 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 Éditions Flammarion.